Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras dans ma bio tous les liens dont tu as besoin, y compris YouTube, mais aussi Medium, Twitter, Patreon et Nostr. Pourquoi cette baisse des taux directeurs récente de la part de la Réserve fédérale américaine, la Fed, pourrait être bien plus bearish qu'on ne le pense et pas bullish, du moins pas sur le moyen long terme? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain. J'espère qu'aujourd'hui tu as la forme parce que ça va être assez technique. Ça sera pas très compliqué. Je vais essayer de vulgariser le plus possible. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Et étant donné que je n'aborde pas que les fondamentaux de Bitcoin, en même temps j'aborde aussi la macroéconomie, eh bien je suis obligé de m'y attarder. Ces temps-ci, on parle beaucoup donc de ces taux de cette baisse des taux directeurs de la part de la Fed qui pourrait emmener le marché vers des sommets pendant des mois, si ce n'est des années. Mais quand on s'intéresse de plus près à ce sujet, on se rend compte qu'il y a une certaine nuance entre baisser les taux directeurs vers une normalisation et baisser les taux directeurs quand on s'apprête à vivre un ralentissement de l'économie, a slowdown. Donc il y a une différence entre into normalization and into a slowdown. Voilà, et on va faire la différence aujourd'hui. Je vais t'expliquer en bref pourquoi cette fois-ci, en 2024, ça pourrait être plus bearish qu'autre chose dans les mois à venir. Premièrement, pour commencer, définissons rapidement ce qu'est une réduction des taux de financement vers une normalisation. Donc, cela fait référence à une situation dans laquelle les autorités monétaires, comme la Réserve fédérale américaine et sa récente baisse des taux directeurs du 18 septembre, réduisent les taux de financement afin de ramener la politique monétaire à un niveau considéré comme normal ou neutre après une période de mesures exceptionnelles. Par exemple, après une période de crise. Ici, donc, la réduction des taux vise à ajuster les conditions monétaires pour revenir à une situation stable et équilibrée où l'économie fonctionne à plein régime, sans surchauffe ni ralentissement excessif. Okay. Et deuxième cas, le cas qui nous intéresse le plus aujourd'hui, cutting funding rates into a slowdown. Réduction des taux de financement pour provoquer ou en réponse à un ralentissement. Dans ce cas, la réduction des taux de financement intervient pour répondre à un affaiblissement de l'économie ou pour prévenir un ralentissement. L'objectif est de stimuler l'activité économique en rendant le crédit moins cher et en encourageant les investissements et la consommation en réponse à une prévision de baisse de la croissance économique. Donc dans ce cas-là, la réduction des taux ici est plus défensive, visant à éviter ou à atténuer un ralentissement économique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va comparer la situation de 2007 et la situation actuelle. Pas mal de personnes dans l'écosystème, pas mal d'acteurs du marché actuellement prétendent que la situation est clairement différente. Eh bien c'est le cas. En 2017, la dette par rapport au PIB était de 64%. Donc 64%, si par exemple on avait 100 euros de généré, donc avec le PIB, eh bien il y avait à peu près 64 euros de dette. Okay. Le déficit était de 1% du PIB. Donc, là on parle des États-Unis, et le market cap en fait fait référence à la capitalisation boursière, et donc elle était de 107%. Donc si on avait 100 euros de PIB, eh bien ça correspondait en fait à 107 euros de capitalisation boursière. Donc on avait déjà une sorte d'écart entre les marchés et la réalité, quoi, en quelque sorte. Et à présent, eh bien, on n'est plus à 64% de dette par rapport au PIB, on est à 122%. Donc, si on a 100 euros de PIB, eh bien, on a 122% de dette. Le déficit est de 8% et la capitalisation boursière est de 200% par rapport au PIB. Donc, on a fait un x2 quasiment. Donc là, il y a un fossé vraiment entre la réalité économique et les marchés, quoi. Donc effectivement, cette fois-ci c'est clairement différent, c'est bien pire
cet index représente clairement la situation. C'est un des index qui est le plus souvent utilisé en fait pour avoir une idée de la situation. Oui. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi? En bleu, on a les taux directeurs de la Fed qui sont actuellement à 5%. On était à 5,50. Avec la baisse de 50 points, on est à 5%. Et en blanc, on a le rendement des bons du trésor sur 2 ans, qui est actuellement à 3,6%. Alors, pour rappel, les taux directeurs de la Fed représentent le coût auquel les banques se prêtent de l'argent à très court terme, souvent à un jour. C'est un outil central de la politique monétaire qui influence les taux d'intérêt à travers l'économie, notamment les prêts aux entreprises et aux consommateurs, ainsi que les rendements des obligations. Et donc, le rendement des bons du trésor à 2 ans, ou 2-year yield, est un indicateur du coût d'emprunt du gouvernement américain sur une période de 2 ans. Ce rendement fluctue en fonction de l'offre et de la demande pour ces obligations, mais aussi des anticipations des investisseurs quant au taux futur de la Fed et à la situation économique. Okay. Là, dans la situation actuelle, on a un gap énorme entre les deux, qui dure, je crois, depuis 800 jours, à vérifier, mais c'est assez rare. Et ce qui pourrait se passer, c'est que même si la Fed dit oui, tout est sous contrôle, bon, on va couvrir les prochaines données, ça va bien se passer, mais en attendant, quand le rendement des bons du trésor sur 2 ans diminue autant, chute autant même, eh bien, souvent, la Fed est obligée de cut aussi à fond. Et ce qui s'est passé en 2007, voilà, c'est qu'on a eu une chute dans un premier temps des rendements des bons du trésor sur 2 ans, et ensuite la Fed elle a été obligée de suivre en fait. Et comme j'ai dit précédemment, par rapport aux bons du trésor sur 2 ans, eh bien parfois les investisseurs anticipent une crise économique, anticipent que voilà, il y a un problème. Et actuellement, il se pourrait effectivement qu'on soit à l'aube d'une continuité dans l'augmentation du taux de chômage. On voit qu'en 2023, la tendance était haussière, et là en 2024, elle est clairement haussière, même si là il y a une baisse de 0,1%, on est clairement sur une tendance bullish. Et ça, eh bien, ça se reflète, en fait, on peut le deviner en regardant les rendements des bons du trésor américain. Il suffit de regarder ça pour dire ok, il y a quelque chose qui cloche, clairement. Voici également un document provenant de la Réserve fédérale, c'est la source. Et là, il y a vraiment quelque chose de louche. Pourquoi? Parce que le taux de chômage, les prédictions en tout cas, par exemple en 2025-2026, c'est 4,4%, 4,3%. Ok. Et on voit que pour la baisse des taux directeurs, on serait en 2025 à 3,4% et 2,9%. Sauf que on est déjà à ce stade en termes de chômage. On est déjà à 4,43, 4,4%. Donc pour que ça colle avec les taux directeurs, il faudrait cut beaucoup plus. Parce qu'actuellement, on est à 5%. Donc en termes de taux de chômage, ça suit, mais pas du tout en termes de taux directeur. On est à 5 là. Donc il faudrait cut de encore 50 points, non 60 points pour arriver aux prédictions de 2024. Et il reste 3 mois. Le prochain, je crois que c'est le 8 novembre. Le prochain FOMC, c'est le 8 novembre. Donc il faudrait qu'il cut de 60 points encore. Si on cut de 60 points en novembre encore, je pense que là, ça va peut-être mettre la puce à l'oreille à certains, quoi. Alors peut-être que tonton GG, il nous prend pour des... Je sais pas quoi, mais peut-être qu'il nous prend pas vraiment au sérieux, quoi. Parce que penser qu'il est stupide, non, ils peuvent pas tous être stupides là. Ils sont obligés de... En fait, il faut pas se fier à ce qu'ils disent, il faut se fier à ce qu'ils font. Voilà, c'est plutôt ça. Et là, on a donc un signe, je crois que j'avais déjà révélé dans une précédente vidéo, peut-être celle à propos de la récession à venir. Là, en fait, on voit que le RSI, le Relative Strength Index, le RSI, l'index en fait de force, eh bien, vient de passer les 50. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Eh bien, on a bien eu un taux de chômage qui explosait. Parce qu'en fait, le bleu, la ligne bleue, correspond au taux de chômage.
Et donc à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Bon là c'était en 2020 avec les confinements et tout. Boum. Ici c'était en 2008. Boum. Et à chaque fois en fait qu'on a passé les 50, eh bien il n'y avait pas de, c'était pas un fake out. Je veux dire, il n'y avait pas de, on réintégrait pas en fait en dessous. C'était non, c'était trop tard, c'était parti quoi. Donc ça, clairement, ça peut aussi indiquer que non, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y aura quelque chose du moins. Sinon, je dois t'avouer que ChatGPT m'aide beaucoup à m'y retrouver dans ce bourbier, parce que c'est pas facile à comprendre, faut le reconnaître. Qu'est-ce que nous dit ChatGPT? Pour résumer un petit peu, le rendement des ponts du Trésor à 2 ans est particulièrement sensible au changement des taux directeurs de la Fed, car il reflète donc les anticipations des marchés sur les taux d'intérêt à court terme. Si la Fed augmente ses taux directeurs, cela signifie que les coûts d'emprunt à court terme vont augmenter, poussant également les rendements des bons du Trésor à court terme à la hausse. Donc, les deux cas, c'est lorsque la Fed relève ses taux directeurs, les investisseurs s'attendent à ce que les taux d'intérêt à court terme restent élevés ou continuent d'augmenter. Cela fait monter le rendement des bons du Trésor à 2 ans, car les investisseurs exigent une compensation plus élevée pour détenir ces obligations d'État, étant donné la hausse des taux d'intérêt futurs. A l'inverse, si la Fed diminue ses taux directeurs ou signale une politique monétaire plus accommodante, comme actuellement, les investisseurs anticipent que les taux à court terme seront plus bas. Cela réduit le rendement des bons du Trésor à 2 ans, car les investisseurs acceptent des rendements plus faibles dans un environnement où les taux d'intérêt baissent. Par ça, ce n'est plus the $1 million question, c'est the one Bitcoin question. Si récession il y a, comment Bitcoin va réagir? Est-ce qu'il va réagir comme une valeur refuge ou pas? Est-ce qu'il y aura une dissonance entre les marchés à risque et l'économie réelle? Donc est-ce qu'on va maintenir cette dissonance? C'est-à-dire que est-ce qu'on va continuer à vivre dans une sorte d'univers parallèle dans les marchés où ben, ça pète de partout, c'est génial, on pète les scores, on pète les portfolios font x2, x5, x10 dans le cas de la crypto. Dans le cas du S&P 500, on continue de taper des plus hauts, comme là il y a quelques jours, encore un ATH. Ou est-ce que non? La réalité, la réalité économique va rattraper les marchés à risque et on va se manger une 2008 quoi, avec plusieurs mois donc de bear market avec un méchant crash au début. Alors ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que on pourrait justement avoir une déclaration de la part des autorités à un certain stade en disant bah c'est bon en fait là oui effectivement on est en récession, mais lorsqu'ils le font c'est bien après la bataille quoi, c'est souvent des mois et des mois après, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper, il vaut mieux voir ce que ça donne concrètement avec les données qu'on a à disposition plutôt qu'attendre de leur part de nous dire oui mais là en fait là c'est bon on est en récession, parce que si imaginons là on décrète qu'on est en récession, eh bien, tout le monde va s'affoler. Mais il faut de l'exit liquidity. Il faut que, si on a un blow-off top, là, lors du dernier trimestre de cette année, ben, il faut vendre les actifs à quelqu'un. Et qui sont ces quelqu'un? Ben, ce sont tous les investisseurs qui se disent no recession, soft landing, tout va bien se passer. Voilà, c'est à eux c'est sur eux qu'on va dump nos bags. c'est ça la réalité en fait. C'est violent, c'est cruel, je sais pas, mais c'est violent. Mais c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, GG, j'espère qu'il va nous mettre bien, avant que tout s'effondre comme jamais. Peut-être, peut-être pas. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, j'analyserai le cas où on restera dans une sorte de dissonance. Et je ferai une autre vidéo aussi sur le cas où, eh bien, Bitcoin continuera son ascension jusqu'à fin 2025. En tout cas, pas de récession, ou du moins si les récessions, encore une fois, pas de répercussions sur les marchés à risque. Je ferai ces vidéos-là. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît et si tu veux connaître la suite. Sur ce, je te dis bonne journée, bonne soirée, prends bien soin de toi. C'était Guillaume de La Bout de Chain.